Le procès de Thomas Lobanga Dilo a repris jeudi 7 janvier 2010 devant la Cour pénale internationale à La Haye avec le témoignage d'un témoin expert appelé par les juges. Madame Radhika Kumaraswamy, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, a apporté des éclairages sur la définition de la conscription et de l'enrôlement d'enfants, ainsi que sur l'interprétation de l'expression « le fait de les faire participer aux hostilités ». Thomas Lobanga Dilo serait responsable de crimes de guerre consistant tant en la conscription et en l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et dans le fait de les faire participer activement à des hostilités en République démocratique du Congo. Le témoin a clarifié le point selon lequel, bien que, par définition, la conscription implique une entrée forcée et que l'enrôlement implique un acte volontaire, son expérience de terrain a montré que les enfants ayant moins de 15 ans ne peuvent raisonnablement donner leur consentement dans de telles situations. With regard to the distinction, S'agissant de la distinction à établir entre enrôlement et conscription, nous faisons valoir qu'il faut adopter à cet égard une approche extrêmement prudente et déterminer cela au cas par cas, selon les circonstances de l'enrôlement et également des conditions de séparation de l'enfant de sa famille ou de sa communauté. D'après notre expérience sur le terrain, nous pensons que les enfants sont des captifs de leur communauté. Ils sont quelquefois encouragés par des modèles qu'ils considèrent comme particulièrement attirants. Ils s'enrôlent parce qu'ils ne comprennent pas totalement ce que cela signifie. Nous avons parlé à plusieurs d'entre eux qui ensuite sont déçus et choqués et qui voudraient pouvoir retourner chez eux après avoir vu ce qui est arrivé à d'autres. Répondant aux questions de Fatou Bensouda, procureur adjoint, Madame Kumaraswamy a pointé la nature changeante des conflits en Afrique. La prolifération et la disponibilité des armes légères, ainsi que l'intégration de filles en tant que soldats, domestiques et esclaves sexuels dans les groupes armés ont amplifié l'utilisation des enfants soldats dans les hostilités. In your experience from these field visits, example of which you have just given us. À la lumière de cette visite sur le terrain que vous venez de nous expliquer, quelles sont les méthodes principales qui sont utilisées pour la mobilisation ou le recrutement d'enfants soldats sur base de votre expérience? Il y a, je pense d'abord, la méthode tout à fait traditionnelle qui est de l'enlèvement d'enfants. Un grand nombre d'enfants sont enlevés par les forces armées. Ensuite, et c'est une deuxième méthode, dans les guerres ethniques, les enfants sont encouragés par leur communauté, par leurs parents, pour rejoindre les groupes armés. Et très souvent, ces enfants n'ont pas la moindre idée de ce que cela représente et des conséquences que cela impliquera pour eux. Nous avons aussi des situations d'une pauvreté extrême, des enfants qui sont soit orphelins ou qui n'ont pas d'autres protecteurs, qui finalement rejoignent des groupes armés. À la suite du bureau du procureur, le témoin a été questionné par les représentants légaux des victimes, Paulina Massida, Luc Valleyn et Joseph Keta. Pour la défense, le conseil Jean-Marie Bijoux-Duval a mis le témoin dans diverses situations hypothétiques dans lesquelles l'enfant aurait pu avoir le droit de prendre les armes. Pour examiner les problèmes de droit d'une façon concrète, prenons l'hypothèse où sa mère, sa sœur, son petit frère sont menacés de mort, font l'objet d'une attaque qui vise à leur meurtre. Cet enfant de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 17 ans, lui reconnaissez-vous le droit de prendre les armes pour défendre les siens? Je pense que cette notion de doter les enfants de ce genre de droit, c'est quelque chose qu'il faudrait discuter. Selon moi, si la communauté est menacée, en particulier dans des endroits comme le Congo, où il y a toute une série d'organisations de protection des enfants, eh bien, vous confiez vos enfants à ces organisations qui peuvent les protéger. Prenons l'hypothèse où cet enfant, que je prends comme exemple, a vu
sa famille ou une partie de sa famille massacrée sous les yeux des casques bleus des Nations Unies, étant resté passif. Que pensez-vous de l'état d'esprit de cet enfant et de la situation où il se trouve alors? Children respond to massacres in very different ways. Je pense que les enfants réagissent au massacre de manière très différente. Certains éprouvent des sentiments de revanche, d'autres sont désespérés, d'autres veulent s'enfuir. Je pense que ce que les enfants souhaitent effectivement faire, c'est une chose, mais c'en est une autre que les adultes exploitent ces émotions et utilisent ces enfants dans les combats. Alors que nous savons quelles sont les conséquences épouvantables pour les enfants lors de ces combats. Especially children under 15. En particulier pour les enfants qui ont moins de 15 ans. Et on ne parle même pas des enfants de 16 ans à 18 ans. Je parle en premier lieu des enfants de moins de 15 ans. Le second témoin expert entendu cette semaine, le professeur Kombai Boachia, a présenté un rapport demandé par les juges de la Chambre de première instance sur les noms et les conventions sociales en République démocratique du Congo. La déclaration de l'enfant à la naissance, la date de naissance et d'autres informations personnelles varient d'un pays à l'autre. Il est important que les juges de la CPI puissent prendre en compte les pratiques locales en la matière lorsqu'ils prennent des décisions relatives à l'âge des enfants soldats. Je vais répondre à cette question d'abord en disant que en ce qui concerne l'Ituri, avant que la région elle-même ne soit troublée ou n'entre en conflit, les pratiques en termes d'enregistrement de noms en Ituri étaient la même pratique qui se présentait sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est la même chose parce que c'est la même loi, c'est le même code de famille. Ce sont les mêmes universités, ce sont les mêmes intellectuels et ce sont les mêmes paysans, ce sont les mêmes ruraux. Mais lorsque la guerre est arrivée, il y a eu des difficultés. Pourquoi? Parce que beaucoup d'habitants ont fui la région, ont fui la guerre. Ils sont allés ailleurs en Ouganda, ils sont allés ailleurs en République centrafricaine, ils sont allés ailleurs et encore en République du Congo d'en face. Ils sont allés à l'est du pays. Là, donc, c'est très difficile. Ainsi, et dans ce contexte, la plupart des bureaux d'état civil, des communes, des zones rurales, se trouvaient disparus. Donc, déjà, la difficulté qu'on a enregistrée quand la paix était là est doublée de la difficulté moyenne la guerre. Et je peux aussi dire que ce qui s'est passé à l'Ituri peut se répéter à n'importe quel lieu de la République démocratique du Congo ou ailleurs en Afrique. Parce que justement, il y a l'effet de la guerre. Les effets collatéraux restent les mêmes. À partir de mardi prochain, 3 victimes exprimeront leurs vues et préoccupations et témoigneront en personne en tant que témoins. 2 d'entre elles témoigneront sur leur recrutement allégué par les forces de l'Union des patriotes congolais en Ituri, alors qu'elles avaient moins de 15 ans. La 3e apportera un témoignage sur le recrutement présumé d'enfants soldats en Ituri.